Depuis quelques jours, plusieurs informations importantes s'additionnent pour le monde agricole. Un rapport du Sénat met un chiffre sur la crise de la dermatose nodulaire bovine. La Confédération paysanne annonce qu'elle ne participera pas au Salon international de l'agriculture et organise en parallèle un rendez-vous directement dans les fermes. Une clause du projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur relance une polémique sur l'utilisation du nom prune d'Agen. Et en même temps, les producteurs de lait se mobilisent à nouveau sur la question du prix qui leur est payé. On va donc reprendre tout ça étape par étape. Mais avant de parler de tous ces sujets importants qui sont survenus ces derniers jours, je voudrais vous parler d'une info qui est tombée hier, puisque 6 agriculteurs, essentiellement des agriculteurs adhérents à la coordination rurale, ont été arrêtés et placés en garde à vue hier matin, 11 février. Donc ça, je pense que c'est quand même super important d'en parler et super important de faire circuler ce message, puisque soyez sûrs d'une chose, vous n'en entendrez pas parler dans les médias. Donc hier matin, 11 février, vers 6h, plusieurs agriculteurs ont été interpellés à leur domicile en Haute-Garonne. Des perquisitions ont été menées dès l'aube devant les familles et les personnes concernées ont été placées en garde à vue. L'affaire serait liée à une enquête sur des sabotages de compteurs électriques qui ont provoqué des coupures de courant dans plusieurs communes du département. Alors comme d'habitude, l'information circule essentiellement dans la presse locale et dans les réseaux alternatifs. On est bien d'accord que sur les grands médias nationaux, vous n'avez rien entendu à ce sujet, mais nous, on va quand même essayer de savoir ce qui se passe. D'après les premiers éléments rapportés par les presses locales et confirmés par le syndicat de la coordination rurale, les opérations ont commencé tôt hier matin. Les forces de l'ordre se sont rendues au domicile de plusieurs agriculteurs du département. À ce moment-là, il était question de 5 à 6 personnes selon les sources, mais vous allez voir que depuis, on a eu des précisions, notamment grâce à Olive Olive, dont je vous diffuserai un petit extrait tout à l'heure. Il y a eu des perquisitions dans les habitations et sur certaines exploitations. Les agriculteurs ont ensuite été emmenés pour être entendus dans le cadre d'une garde à vue. L'enquête est pilotée par le parquet de Toulouse. De son côté, la coordination rurale a réagi rapidement. Dans son communiqué, le syndicat parle d'une opération brutale et d'une volonté d'intimidation du monde agricole. Il est notamment évoqué des portes forcées, des interpellations devant les enfants et une mise en scène jugée disproportionnée. Ça, c'est la position officielle de la coordination rurale. Ce que la justice dit, ou plutôt ne dit pas, puisqu'a priori, du côté du parquet, il n'y a pas eu beaucoup de communication publique détaillée, pas de conférence de presse, pas de précision sur les éléments qui auraient conduit aux arrestations, pas d'informations sur la durée prévue des gardes à vue, et surtout, un point important, aucun nom n'avait été rendu public au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, entre-temps, Olive Olive a publié une vidéo dans laquelle il lit un communiqué de l'ACR et dans laquelle il donne notamment les noms des agriculteurs concernés. Je vous apprends rien, cette opération intervient dans un climat déjà très tendu entre une partie du monde agricole et l'État. Chaque intervention policière est scrutée, chaque décision judiciaire devient hautement sensible et on peut donc se demander si c'était vraiment la peine de menotter des agriculteurs devant leurs enfants plutôt que de les convoquer en audition libre pour savoir un petit peu ce qu'il en était avant de les coller en garde à vue en défonçant leurs portes. Comme d'habitude, ce qui se joue ici, ça dépasse les seules personnes interpellées, ça touche à la relation de confiance, au dialogue et à la manière dont les conflits actuels sont gérés. Voilà, donc je vous diffuse maintenant le petit communiqué d'Olive Olive et puis on passe à l'objet de cette vidéo, puisque ça c'était un ajout de dernière minute pour suivre l'actualité. Je vous demande de faire circuler ce communiqué un maximum parce que bien entendu, il n'y aura pas un seul mot dans les médias, il n'y aura rien du tout, tout ça dans un silence assourdissant de toute l'actualité médiatique. Je vous lis le communiqué, je vous demande un maximum de likes et de partage. Nous apprenons avec stupeur ce matin l'interpellation de 5 agriculteurs dans le département de la Haute-Garonne à 6h du matin avec placement en garde à vue, menottage devant leurs enfants et perquisition de leur domicile et exploitation. Suite à des manifestations, au minimum 5 de nos agriculteurs se sont fait interpeller comme des terroristes ce matin par la gendarmerie de Haute-Garonne sous ordre du parquet. Vous pouvez dire sous ordre du gouvernement, c'est exactement la même chose. Je condamne avec la plus grande des fermetés la réponse qui est faite aux agriculteurs par nos instances politiques et judiciaires suite à des manifestations pacifiques qui se sont déroulées pendant 2 mois. J'appelle les autorités à relâcher les agriculteurs concernés dans les plus brefs délais avant que la colère agricole reprenne.
Voici le nom détaillé des adhérents de la CR31 arrêtés à leur domicile ce matin. Serge Dubuc, il est en détention, enfin en garde à vue, à Saint-Béat. Guillaume Mola, lieu Salis du Sala. Excusez-moi si j'écorche les noms, les prénoms, les villes, je vous m'en excuserez, je fais au mieux. Nicolas Maresquette, bon, vous m'excuserez si j'écorche un petit peu, arrêté chez lui ce matin, plus perquisition à la recherche d'armes, menotté devant son fils de 9 ans. Bravo, hein. Les agriculteurs sont vachement bien traités. Hein. C'est pas des terroristes, ils ont tiré sur personne. En détention à la section de recherche du Muret. Stéphane Ponce, lieu confirmé, Muret. Élie Raximo, je ne sais pas si ça se dit comme ça, à Carbone. Donc pour tous les gens qui voudraient les rejoindre. Ouais, c'est écœurant, c'est d'autant plus écœurant qu'on fait ça derrière le dos des citoyens. Donc je vous demande de passer l'info, s'il vous plaît. Alors revenons à nos moutons, l'actualité agricole du moment. Le Sénat a publié une estimation du coût pour l'État de la dermatose nodulaire contagieuse, la fameuse DNC bovine qui a touché depuis l'été dernier les troupeaux de vaches françaises et conduit à de nombreux abattages, je le rappelle. Ce chiffre a priori inclut les abattages, les vétérinaires, la surveillance, la vaccination, la logistique, les services administratifs et les indemnisations. Donc c'est pas 64 millions d'euros qui arrivent évidemment dans la poche des agriculteurs, faut pas rêver, mais perdre un troupeau c'est pas un stock, c'est souvent des années de sélection, une organisation du travail, des habitudes, des marchés. L'argent peut compenser une valeur comptable, mais il ne recrée pas automatiquement l'outil de production. D'autant plus que pour bénéficier de certaines indemnisations liées à l'abattage, il faut poursuivre l'activité. Un éleveur qui déciderait d'arrêter ne percevrait pas ces sommes, et pourtant qu'il poursuive ou non son activité, l'abattage constitue bien une perte financière. Mais le versement, lui, y dépend du choix de redémarrer ou non. Autre point souvent mal compris du grand public, le montant annoncé n'est pas forcément ce qui reste, parce que ces sommes entrent dans les revenus professionnels et peuvent donc être soumises à l'impôt sur les bénéfices agricoles et aux cotisations sociales, notamment la fameuse MSA. Autrement dit, une partie repart dans le système de prélèvement, ce qui n'aurait pas été le cas si personne n'avait abattu les vaches. Ajoutons à ça le délai entre l'abattage, l'instruction du dossier et le versement. Du temps peut passer, mais pendant ce temps-là, les remboursements bancaires continuent, les charges fixes continuent, l'exploitation doit tenir. Bref, tout ça pour dire que n'allez pas vous imaginer que les sommes annoncées par le Sénat sont tombées dans la poche des agriculteurs, ce n'est pas le cas. Elles ont essentiellement servi à payer tout ce qu'il y a autour de la crise de la DNC, bien sûr les vaccins, les vétérinaires sanitaires, les interventions diverses et variées des services administratifs, etc., etc. Les agriculteurs, on comprend bien que c'est toujours la dernière roue du carrosse. Parlons maintenant du boycott du Salon de l'agriculture. Dans ce contexte tendu, la Confédération paysanne a annoncé qu'elle ne participerait pas au Salon de l'agriculture 2026. C'est pas une décision anodine. Le salon, c'est la grande vitrine annuelle, le lieu où responsables politiques, médias et grand public rencontrent les agriculteurs. Ne pas y aller, c'est déplacer le centre de gravité. La Confédération paysanne a annoncé qu'elle boycotterait l'inauguration présidentielle du Salon de l'agriculture 2026 en raison de ce qu'elle considère comme une absence de réponse satisfaisante aux problématiques agricoles actuelles, notamment la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse, le revenu des agriculteurs, etc. Dans ce cadre, le syndicat a fait savoir que, partout en France, du 10 février au 3 mars 2026, la Confédération paysanne relocalise le Salon de l'agriculture directement dans les fermes. En Ariège, 2 temps forts sont connus. 2 journées ont été annoncées précisément, le 20 février, à la ferme de la Goutte, à l'Escure, en Ariège, visite d'un élevage bovin pour discuter des enjeux sanitaires et économiques. Puis le 21 février, le Petit Jardin, à Saint-Paul-de-Jarrat, en Ariège, visite d'une ferme maraîchère avec marché producteur, repas paysans et concerts. Mais ces 2 dates ne sont que des exemples locaux de la mobilisation globale réaffirmée par le syndicat. La formule « relocaliser le salon dans les fermes » signifie que le mouvement compte multiplier ou soutenir des initiatives similaires sur d'autres fermes ou territoires et pas seulement en Ariège. Ça s'inscrit dans une logique de dialogue direct terrain-citoyen-élu, mise en lumière du travail des agriculteurs, contestation symbolique d'un salon jugé déconnecté
et refus de l'inauguration officielle par les autorités. On en arrive maintenant à un point qui a fait pas mal parler ces derniers jours, puisque c'est Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur de porc-laineux dans le Tarn-et-Garonne, qui en a parlé le premier, il me semble en tout cas, en vidéo. Je vous mets le petit extrait pour comprendre de quoi on parle. Ensuite, je voulais vous donner une petite info quand on vous dit qu'on est en train de perdre la souveraineté alimentaire et qu'on vous explique tout ce qui se passe, notamment au niveau du Mercosur. C'est que dans le cadre de ce brave Mercosur, on vous a beaucoup parlé de viande, mais l'Argentine vient d'obtenir pour 10 ans l'autorisation de vendre des prunes avec l'appellation prune d'Agen. Donc les prunes d'Agen avec lesquelles derrière on peut faire les fameux pruneaux d'Agen. Voilà, maintenant les Argentins vont pouvoir produire des prunes d'Agen avec cette appellation pour au moins 10 ans. Et puis c'est renouvelable à volonté par les fonctionnaires de l'Union Européenne. Voilà, de manière absolument pas démocratique. Donc quand on vous dit que vous allez manger de la merde à un point terrible, en voilà une preuve de plus, parce qu'en Argentine, ce sera produit par des gens payés comme des esclaves, et avec des produits chimiques interdits chez nous depuis peut-être 30, 40, 50 ans. Voilà. Et bien entendu, les paysans français ne pourront rien faire face à cette concurrence totalement déloyale, puisqu'on ne joue pas du tout avec les mêmes règles du jeu. Alors ce qu'on entend, c'est l'Europe autorise l'Argentine à faire des prunes d'Agen pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Reprenons du début. Dans l'Union Européenne, le nom pruneau d'Agen est protégé par une indication géographique. Ça veut dire que dans l'UE, seuls les producteurs situés dans la zone définie autour d'Agen et respectant le cahier des charges ont le droit d'utiliser cette appellation. Un produit fabriqué ailleurs ne peut normalement pas utiliser ce nom pour être vendu sur le marché européen. Jusque-là, c'est clair. Mais cette protection, elle vaut dans l'Union européenne. Avant même qu'on parle d'accord commercial avec l'Europe, dans certains pays d'Amérique du Sud, des entreprises utilisaient déjà depuis longtemps des termes comme ciruela d'Agen, traduction prune d'Agen. Et elles le faisaient légalement chez elles parce que leur droit national ne reconnaissait pas forcément la protection européenne. Donc c'était pas considéré comme une fraude locale, c'était leur pratique commerciale installée. Qu'est-ce qui change avec l'accord UE-Mercosur ? Eh bien, l'accord dit on reconnaît la protection européenne, mais on autorise ceux qui utilisaient déjà ce terme avant l'entrée en vigueur du traité à continuer pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, à condition d'indiquer clairement l'origine du produit. Sauf que vous vous doutez bien que dans un supermarché, quand un consommateur voit marqué pruneau d'Agen sur le sachet, il prend pas la peine de regarder les petits caractères pour vérifier que Agen c'est bien en France. Ce que ça change concrètement, pendant 10 ans, des produits venant du Mercosur pourront encore porter cette mention historique. Ils devront évidemment préciser que ces produits viennent d'Argentine ou d'un autre pays du Mercosur, mais le mot Agen restera visible sur l'emballage. Autrement dit, depuis des années, le message envoyé aux producteurs et aux consommateurs, c'était « le nom est protégé, il correspond à une origine, il ne peut pas être utilisé ailleurs ». Autrement dit, les consommateurs sont habitués à considérer que quand c'est marqué que ça vient d'Agen, ça vient d'Agen. Avec cette clause, on introduit une période où le nom continue malgré tout à circuler hors du territoire. Pendant encore 10 ans, le marché pourra voir coexister le produit issu du territoire d'origine et des produits étrangers utilisant toujours le terme. Cette coexistence est évidemment trompeuse pour le consommateur, qui ne pense pas forcément à vérifier l'origine du produit quand il voit écrit en gros Agen sur l'emballage. Parlons maintenant du lait. Lactalis, premier groupe laitier mondial, collecte le lait dans des milliers de fermes françaises. Quand un prix est annoncé, c'est une part énorme du territoire qui est concernée. Or, beaucoup de producteurs expliquent qu'avec les charges actuelles, en dessous de 450 €, l'équilibre devient très serré. Seulement voilà, pour février et mars, on parle d'environ 406 € les 1000 litres en standard et un peu plus de 420 selon les taux. Quelques dizaines d'euros d'écart sur 1000 litres, multipliés par des centaines de milliers de litres, changent le résultat d'une année. En réaction, des rassemblements ont eu lieu devant des sites industriels pour le rappeler. Par exemple, dans l'Orne, en Normandie, une quarantaine de producteurs laitiers se sont rassemblés devant une usine du groupe Lactalis pour protester contre le prix du lait proposé pour février-mars 2026. Des organisations agricoles, notamment les sections locales et syndicats, ont appelé à des rassemblements similaires dans d'autres bassins laitiers, avec des points de distribution bloqués ou des opérations tas de fumier symboliques devant les sites industriels pour attirer l'attention sur la faiblesse des prix. Et bien évidemment, vous n'en avez pas entendu parler aux infos et dans les médias nationaux.
Tout comme les actions paysannes qui se poursuivent un peu partout dans le pays, on connaît la chanson, mais rassurez-vous, ce n'est pas une volonté d'invisibilisation. Quand un éleveur est en coopérative, c'est pas lui qui émet la facture. Son lait est collecté à la ferme, les volumes sont mesurés, les taux sont analysés. Ensuite, c'est la coopérative qui établit la facture en appliquant la grille de prix prévue dans ses règles ou dans les accords en vigueur. Le montant versé au producteur est donc le résultat d'un calcul réalisé par l'acheteur, pas un prix fixé par celui qui produit. Et évidemment, on trouve ça parfaitement normal. Ce que ça implique concrètement, l'éleveur découvre le prix une fois que la formule est appliquée. Il ne propose pas un tarif, il ne négocie pas chaque enlèvement, il perçoit le résultat du système. Et si ce résultat est considéré comme insuffisant au regard des charges de l'exploitation, la tension a tendance à monter, on comprend bien pourquoi. Parce qu'en principe, les gens n'aiment pas trop travailler à perte. Voilà pour l'actualité du moment, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui parle de la vaccination DNC et de l'inquiétude concernant l'éventuelle arrivée de vaccins à ARN messager. Je vous mets évidemment le lien à l'image. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide vraiment à donner de la visibilité. Merci d'être là et à bientôt pour une prochaine vidéo.